Tout le monde pensait que Claire Valéry s'était suicidée ce soir d'octobre 1994. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais sa lettre d'adieu semblait formelle. Affaire classée. Une tragédie universitaire vite oubliée. Mais la police a manqué un détail crucial, une preuve invisible cachée sous les yeux de tous pendant 25 ans. Ce n'était pas une arme, ni une trace d'ADN. C'étaient des mots, des paragraphes entiers imprimés noir sur blanc dans un best-seller mondial. En 2019, un simple étudiant ouvre ce livre et se fige d'horreur. Ce qu'il lit n'est pas le fruit du génie du célèbre auteur. Ce sont les mots exacts de la professeure disparue, écrits la veille de sa mort. Ce livre n'est pas seulement un succès littéraire. C'est la pièce à conviction d'un crime parfait qui a duré un quart de siècle. Voici l'histoire d'une ambition mortelle et d'un fantôme qui a attendu 2 décennies pour réclamer justice à travers les pages de son propre assassin. Avant de poursuivre notre histoire, marquez votre présence dans les commentaires en nous disant depuis quelle ville vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous actuellement. Montrez à l'algorithme que notre communauté est attentive aux 4 coins du monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous aider à atteindre l'objectif des 5000 abonnés. Cela nous aidera énormément. Maintenant, continuons. Pour saisir l'essence de cette tragédie, il faut remonter le temps jusqu'à l'automne 1994, dans les couloirs austères de l'université de Montpellier. À cette époque, le département d'histoire est un champ de bataille silencieux où les égos s'affrontent à coups de publications et de colloques. C'est un monde fermé, régi par une hiérarchie stricte et une pression constante, publier ou disparaître. Au cœur de cette arène académique se trouve Claire Valéry. C'est une puriste, une historienne de génie qui a sacrifié sa vie sociale et personnelle pour ses recherches sur le XIVe siècle. Elle est discrète, presque invisible, mais ses travaux sont sur le point de révolutionner sa discipline. Claire ne cherche pas la gloire, elle cherche la vérité. Face à elle se dresse Marc Duret. Il est tout ce que Claire n'est pas. Charismatique, beau parleur, mondain, c'est le professeur que les étudiants adulent et que les médias commencent à s'arracher. Mais derrière ce vernis brillant se cache une coquille vide. Marc est un intellectuel en panne sèche, incapable de produire une idée originale depuis des années, terrifié à l'idée de perdre son statut d'étoile montante. La relation entre les deux est toxique, faite de mépris silencieux de la part de Claire et d'une jalousie dévorante de la part de Marc. La veille de sa disparition, l'atmosphère à l'université est électrique. Claire a confié à quelques rares collègues qu'elle tenait enfin la découverte du siècle, une thèse qui allait faire date. Marc, dont le bureau est voisin, sent le sol se dérober sous ses pieds. Il sait que si Claire publie, il sera définitivement relégué dans l'ombre. C'est dans ce climat de tension extrême, sous les pluies diluviennes d'un mois d'octobre sombre, que le destin de Claire va basculer. La police, habituée aux drames passionnels ou aux dépressions, ne cherchera pas plus loin que l'évidence trompeuse d'un suicide. Ils ne comprendront pas que dans ce milieu, les idées valent plus cher que la vie humaine, et que certains sont prêts à tout pour ne pas être oubliés par l'histoire. La nuit du 14 octobre 1994 n'était pas une nuit comme les autres à Montpellier. Les météorologues avaient prédit un orage violent, un épisode cévenol comme la région en connaît parfois, capable de transformer les rues en torrents et de noyer le monde sous un déluge biblique. Vers 22 heures, l'université Paul Valéry ressemblait à une forteresse abandonnée, assiégée par les éléments. Les bâtiments de béton et de briques, d'ordinaire si vivants, se dressaient comme des monolithes gris sous les éclairs qui déchiraient le ciel d'encre. À l'intérieur du département d'histoire, le silence était presque total, seulement troublé par le grondement du tonnerre et le martèlement incessant de la pluie contre les toits. C'était une atmosphère de fin du monde, un décor parfait pour ce qui allait devenir l'un des plus grands mystères judiciaires de la région. Dans son bureau du 3e étage, Claire Valéry ne prêtait aucune attention à la fureur du climat. Assise à son bureau, entourée de piles de livres qui montaient jusqu'au plafond comme des murailles de papier, elle vivait un moment de calme absolu, une épiphanie intellectuelle. Devant elle, 350 pages dactylographiées représentaient la somme de 10 années de travail acharné. Sa thèse sur les réseaux d'influence ecclésiastiques au XIVe siècle n'était pas seulement une étude historique, c'était une bombe à retardement académique. Elle avait découvert des correspondances inédites, des preuves que personne n'avait cherchées avant elle,
démontrant qu'une figure historique majeure, jusque-là considérée comme un saint, était en réalité un manipulateur politique de premier ordre. Claire savait ce que cela signifiait. La reconnaissance, la fin des regards condescendants de ses collègues masculins, la fin de l'ombre. Elle a pris son stylo rouge pour corriger une dernière virgule sur la page de garde. Elle a souri. Un sourire rare, fatigué mais triomphant. Elle a regardé sa montre. Il était presque minuit. Il était temps de rentrer, de dormir quelques heures avant la présentation du lendemain qui allait changer sa vie. Elle a commencé à ranger ses affaires, glissant le précieux manuscrit dans une chemise cartonnée bleue. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu le bruit. Ce n'était pas le tonnerre, c'était plus proche. Un grincement de parquet dans le couloir désert. Claire s'est figée. Le gardien de nuit, M. Ferrand, passait toujours à 21h et à minuit pile. Il était 23h40. De plus, Ferrand traînait la jambe. Son pas était lourd et rythmé. Les pas qu'elle entendait maintenant étaient furtifs, rapides, comme ceux d'un prédateur qui ne veut pas être entendu, mais qui ne peut s'empêcher d'avancer. Elle a posé la main sur le téléphone fixe, le cœur battant à tout rompre. Une ombre s'est dessinée sous la porte. Quelqu'un était là, immobile, attendant. La poignée s'est abaissée avec une lenteur terrifiante. Claire a ouvert la bouche pour demander qui était là, mais la porte s'est ouverte brusquement, laissant entrer la lumière crue du couloir. Marc Duret se tenait dans l'encadrement. Il était trempé, ses cheveux collés au front, son imperméable ruisselant sur le linoléum du bureau. Mais ce n'était pas son apparence qui a glacé le sang de Claire, c'était son regard. Il n'y avait plus trace de la fausse camaraderie habituelle, plus de ce charme onctueux qu'il utilisait en salle des professeurs. Ses yeux étaient fixés sur la chemise bleue posée sur le bureau. Il savait qu'elle avait fini. Il savait que demain, il ne serait plus le jeune prodige du département, mais celui qui a été surpassé. La conversation qui a suivi, personne ne l'a entendue, mais on peut la reconstituer avec une certitude glaçante. Marc n'était pas venu pour débattre, il était venu pour négocier sa survie académique. Il a dû demander à voir le texte, prétextant une curiosité amicale, une dernière relecture. Claire, méfiante mais ne pouvant imaginer la violence physique de la part d'un collègue, a dû refuser, serrant le dossier contre elle. C'est le geste qui a tout déclenché. La panique de Marc, son ambition dévorante, se sont transformées en une rage froide. Il n'y a pas eu de cris perçants. L'université était vide et les murs épais étouffaient les sons. La lutte a été brève. Marc, plus fort, poussé par l'adrénaline du désespoir, a pris le dessus. Un coup, peut-être une bousculade malheureuse contre le coin du bureau massif, ou peut-être un acte plus délibéré, une strangulation silencieuse. Claire s'est effondrée. Le silence est retombé sur le bureau 312, plus lourd qu'avant. Marc Duret se tenait debout, le souffle court, le manuscrit dans les mains. Il a regardé le corps inerte de sa collègue. Il n'a pas ressenti de remords, seulement une terreur pragmatique. Que faire? Comment expliquer cela? C'est là que son esprit, habitué à construire des récits historiques, a commencé à construire une fiction. Il a regardé la fenêtre battue par la pluie. Il a regardé la machine à écrire de Claire. Une idée monstrueuse a germé. Il ne pouvait pas simplement faire disparaître le corps. Cela déclencherait une enquête criminelle immédiate pour enlèvement ou meurtre. Il fallait que Claire disparaisse de son plein gré. Il fallait un suicide. Marc s'est assis à la machine à écrire de sa victime. Il connaissait son style, ses tournures de phrases, ses angoisses. Il l'avait observée pendant des années. Avec des mains gantées, il a tapé quelques lignes. Des phrases courtes, désespérées, parlant de la pression insupportable, de l'impossibilité d'atteindre la perfection, de la fatigue de vivre. Il a laissé la lettre bien en évidence sur le bureau vide. Ensuite, il a dû s'occuper de Claire. L'orage était son complice. Le bruit du vent couvrait tout. Il a ouvert la fenêtre en grand, laissant la pluie inonder la pièce, créant une scène de chaos mélancolique. Faire sortir un corps d'une université la nuit est risqué, mais Marc connaissait les issues de service, les zones d'ombre, le parking souterrain réservé aux professeurs où il avait garé sa voiture, le coffre prêt à recevoir son secret. En moins d'une heure, le bureau était vide. Il ne restait que la lettre, la fenêtre ouverte et l'absence. Marc est rentré chez lui avec le manuscrit de Claire sur le siège passager. Il a brûlé ses vêtements trempés. Il a caché la thèse dans un coffre-fort derrière sa bibliothèque. Puis, il a appelé sa femme depuis sa chambre pour lui dire qu'il se sentait fiévreux,
se créant un alibi domestique pour le lendemain matin. Il ne dormirait pas cette nuit-là, mais il était vivant et sa carrière était sauve. Le lendemain matin, à 7h30, Madame Alvarez, la femme de ménage, a poussé son chariot dans le couloir du 3e étage. En entrant dans le bureau 312, elle a immédiatement senti le froid humide. La fenêtre était grande ouverte, les rideaux claquaient violemment. Une flaque d'eau s'était formée sur le parquet. Elle a pesté contre ses professeurs distraits qui oublient de fermer les fenêtres. Elle s'est approchée pour la fermer et c'est là qu'elle a vu la lettre, le seul objet sec resté sur le sous-main en cuir. Elle ne l'a pas lu, mais l'atmosphère de la pièce, ce vide oppressant, lui a donné la chair de poule. Elle a couru prévenir le secrétariat. À 9h, alors que Claire aurait dû présenter sa découverte, la police était sur les lieux. L'enquête a été confiée à l'inspecteur Lemoine, un homme proche de la retraite, désabusé, qui détestait par-dessus tous les milieux intellectuels qu'il jugeait arrogants. Pour Lemoine, l'affaire semblait limpide dès les premières minutes. Une femme seule, sans enfant, obsédée par son travail, qui craque la veille d'une échéance importante. C'était un classique. Dépression nerveuse, burn-out, a-t-il marmonné à son adjoint en lisant la lettre dactylographiée. Le fait que la lettre ne soit pas signée à la main ne l'a pas perturbé outre mesure. Elle l'a tapé sur sa machine, c'est sa machine, non? A-t-il demandé. On lui a confirmé que oui. Pour lui, c'était suffisant. L'absence de corps posait un léger problème procédural, mais Lemoine avait une explication toute prête. Elle a sauté, a-t-il décrété en regardant par la fenêtre. En bas, c'était le béton de la cour intérieure, mais il n'y avait pas de corps. Ou alors, elle est partie se jeter ailleurs. La mer n'est pas loin, ou le Lèze. Avec l'orage d'hier soir, le courant a pu l'emporter en mer en quelques heures. La police a fait le tour du bureau, prenant quelques photos, relevant quelques empreintes sans grande conviction. Ils n'ont pas cherché de traces de lutte, attribuant le désordre, une chaise renversée, à l'état émotionnel de la suicidée. Ils n'ont pas vérifié l'emploi du temps de tous les collègues de manière approfondie. Ils ont interrogé quelques personnes présentes ce matin-là. Marc Duret, contacté par téléphone, a joué sa partition à la perfection. La voix brisée, il a raconté aux policiers que Claire était très instable ces derniers temps, qu'elle lui avait confié ses doutes, qu'elle avait peur de l'échec. Il a validé la thèse du suicide avec l'autorité d'un proche témoin. C'était une perfectionniste, inspecteur. L'idée de présenter un travail inachevé a dû lui être insupportable. Les policiers ont bu ses paroles. Qui était-il pour contredire un professeur d'université distingué? L'enquête de voisinage n'a rien donné. Personne n'avait rien vu ni entendu à cause de la tempête. Les parents de Claire, décédés des années plus tôt, ne pouvaient réclamer justice. Elle n'avait pas de mari pour exiger des recherches approfondies. Elle était la victime idéale. Une femme effacée dont la disparition ne dérangeait personne et arrangeait même certains. 3 semaines plus tard, le dossier était officiellement classé « Disparition inquiétante suspectée de suicide ». Les scellés ont été posés sur la porte du bureau 312 pendant quelque temps, puis levés pour attribuer la pièce à un nouveau vacataire. Les affaires personnelles de Claire ont été mises dans des cartons et stockées dans un sous-sol humide de l'administration, destinés à moisir. Personne n'a remarqué que le fameux manuscrit, dont Claire parlait pourtant depuis des mois, ne figurait pas dans les cartons. On a supposé qu'elle l'avait détruit dans un accès de rage autodestructrice avant de disparaître. C'était l'explication la plus logique, la plus confortable. L'université a organisé une minute de silence, une brève cérémonie où Marc Duret a prononcé un éloge funèbre émouvant, saluant la mémoire d'une collègue brillante mais tourmentée. Il avait les larmes aux yeux. Tout le monde a loué sa sensibilité. Personne ne se doutait qu'en rentrant chez lui ce soir-là, il ouvrirait son coffre-fort, sortirait la thèse volée et commencerait le véritable travail de sa vie. Traduire, réécrire et s'approprier le génie d'une morte. Le crime parfait avait eu lieu, non pas dans une ruelle sombre, mais sous les ors de la République, validée par l'indifférence administrative et l'ambition académique. Claire Valéry était devenue un fantôme, et Marc Duret commençait son ascension vers la gloire, bâti sur une tombe sans nom. Le temps est un allié capricieux. Pour les victimes, il est souvent synonyme d'oubli effaçant les traces, diluant les souvenirs et transformant une vie humaine en une simple abstraction administrative. Mais pour Marc Duret, le temps est devenu une matière première, un complice silencieux qu'il a appris à sculpter
avec la précision d'un orfèvre malhonnête. Les jours qui ont suivi la disparition de Claire Valéry se sont étirés dans une lenteur angoissante pour lui. Chaque sonnerie de téléphone le faisant sursauter, chaque regard croisé dans les couloirs de l'université lui semblant chargé de soupçons. Il s'attendait à ce que la police revienne, à ce qu'un enquêteur plus zélé que Lemoine trouve une incohérence dans son emploi du temps ou remarque la disparition de la thèse. Mais rien ne s'est passé. La routine universitaire, cette machine lourde et indifférente, a repris sa marche. Les cours ont recommencé, les feuilles d'automne ont recouvert le campus, et le nom de Claire a cessé d'être prononcé à la machine à café. C'est à ce moment-là, environ 6 mois après le drame, que Marc a compris qu'il avait gagné. L'impunité n'était pas un rêve, c'était sa nouvelle réalité. Cependant, il était assez intelligent pour ne pas se précipiter. Publier le travail de Claire immédiatement aurait été une erreur grossière, un suicide académique. Le monde de la recherche médiévale est petit, et la mémoire des spécialistes est longue. Il fallait laisser la poussière retomber, laisser les idées de Claire s'évaporer de l'esprit de ceux avec qui elle avait pu en discuter brièvement. Pendant les 2 premières années, Marc a vécu une double vie étrange et solitaire. Le jour, il était le professeur endeuillé mais courageux, assumant une charge de travail supplémentaire, siégeant dans les commissions, renforçant son réseau politique au sein de l'université. La nuit, enfermé dans son bureau personnel dont il avait changé la serrure, il devenait l'ombre de Claire. Il passait des heures à déchiffrer les notes manuscrites dans les marges du manuscrit volé, à comprendre la logique implacable de ses démonstrations. Il ne se contentait pas de lire, il apprenait à penser comme elle. Il disséquait son génie pour se l'approprier. C'était un travail laborieux, presque chirurgical. Claire avait un style sec, factuel, purement scientifique. Marc, lui, avait la plume facile, le sens de la formule, le goût du romanesque. Il a commencé par traduire la thèse. Non pas d'une langue à une autre, mais d'un esprit à un autre. Il prenait les découvertes brutes de Claire, ses diamants non taillés extraits des archives du Vatican, et il les enrobait dans sa propre prose séduisante. Il transformait l'analyse rigoureuse des flux financiers ecclésiastiques en une saga de pouvoir et de trahison digne d'un roman historique. Il savait que c'était ce que le public et les éditeurs voulaient, de l'histoire qui se lit comme un thriller. Sa première tentative fut modeste. En 1997, 3 ans après la disparition, il publia un article dans une revue spécialisée mais influente, Les Annales du Moyen-Âge. L'article traitait d'un aspect périphérique de la thèse de Claire, un détail concernant la correspondance secrète d'un évêque mineur. Ce n'était qu'une miette du festin qu'il avait volé, mais l'effet fut immédiat. Ses pairs, qui le considérèrent jusqu'alors comme un vulgarisateur sympathique mais léger, furent surpris par la profondeur de l'analyse et la nouveauté des sources citées. On le félicita pour ce renouveau intellectuel. Marc savoura ces éloges comme une drogue. Il vit que personne ne faisait le lien. Claire était oubliée. Sa propriété intellectuelle était devenue une terre vierge que Marc pouvait coloniser à sa guise. Rassuré, il accéléra la cadence. Au tournant du millénaire, alors que le monde s'inquiétait du bug de l'an 2000, Marc Duret entrait dans son âge d'or. Il publia son premier grand ouvrage basé sur le premier tiers de la thèse volée. Le succès fut retentissant. Non seulement le livre se vendit bien en librairie, chose rare pour un ouvrage d'histoire, mais il lui ouvrit les portes des médias parisiens. On commença à voir Marc Duret partout, sur les plateaux de télévision tard le soir, fumant la pipe avec une fausse modestie, expliquant les intrigues du XIVe siècle avec un sourire en coin. Dans les colonnes des grands journaux, où il signait des tribunes sur l'importance de l'histoire pour comprendre le présent. Il devint le visage de l'histoire médiévale en France. Il quitta son petit bureau de Montpellier pour des fonctions plus prestigieuses, accumulant les honneurs. Directeur de recherche, chevalier des arts et des lettres, consultant pour des documentaires historiques. Durant toutes ces années, il garda le manuscrit original de Claire caché, non plus dans un coffre, mais ironiquement au milieu de ses propres archives, dans une boîte banale étiquetée « Fiscalité 1990 ». Il savait que personne n'irait fouiller là-dedans. Le manuscrit était son talisman et sa source inépuisable. À chaque fois qu'il sentait son inspiration faiblir, à chaque fois qu'il avait besoin d'un nouveau sujet de conférence pour maintenir son statut, il y puisait une idée. Il vampirisait l'œuvre de la morte goutte à goutte, s'assurant de ne jamais tout révéler d'un coup, gérant son stock de génie volé avec une parcimonie calculatrice.
Pendant ce temps, dans les sous-sols du palais de justice, le dossier Claire Valéry jaunissait. L'humidité avait commencé à ronger les agrafes métalliques, laissant des traces de rouille sur le papier. La technologie policière évoluait à une vitesse fulgurante. Les fichiers furent numérisés, l'ADN devint reine, les bornages téléphoniques permirent de résoudre des crimes complexes. Mais comme l'affaire avait été classée en suicide sans corps, elle ne bénéficia d'aucune de ces avancées. Elle restait figée dans le temps, une anomalie analogique dans un monde numérique. Personne ne réclama de réouverture. Les rares amis de Claire étaient passés à autre chose ou étaient décédés. Elle n'était plus qu'un nom sur une liste, une statistique. L'université elle-même avait changé. Les vieux bâtiments furent rénovés, le Wi-Fi remplaça les câbles Ethernet, les étudiants prirent l'habitude de tout vérifier sur Google. C'est paradoxalement cette modernisation qui allait devenir le talon d'Achille de Marc, mais il ne pouvait pas encore le savoir. Il méprisait cette nouvelle technologie, préférant l'odeur du vieux papier, se posant en gardien des traditions. Il ne se doutait pas que la numérisation massive des thèses et des archives, ce projet global de mémoire du monde, allait créer le terrain propice à sa chute. 25 ans passèrent ainsi, une génération entière. Marc Duret avait vieilli, ses cheveux étaient devenus blancs, ce qui ajoutait à son aura de patriarche sage. Il approchait de la retraite, mais il voulait sortir par la grande porte. Il voulait laisser une œuvre définitive, son grand œuvre. Il sentait que le moment était venu de jouer sa dernière carte, la pièce maîtresse du puzzle de Claire qu'il gardait jalousement depuis ce soir d'octobre 1994. Le cœur de sa théorie révolutionnaire, la preuve irréfutable du complot politique qu'elle avait découvert. Il savait que ce livre serait un choc sismique dans le monde académique. Il passa l'année 2018 à l'écrire, ou plutôt à le recopier en l'adaptant. Il se sentait intouchable. Qui pourrait contester la paternité de ses idées après un quart de siècle? Claire était un fantôme, et les fantômes ne portent pas plainte pour plagiat. Il intitula le livre « Le silence des cathédrales ». La campagne de promotion fut massive. Avant même sa sortie, on parlait du prix Goncourt de la biographie, on parlait de traduction dans 20 langues. C'est ainsi qu'en septembre 2019, le livre arriva sur les étals des librairies, avec son bandeau rouge, le chef-d'œuvre de Marc Duret. La couverture était sombre, élégante, mystérieuse. À l'intérieur, les mots de Claire, ces mots qu'elle avait tapés avec tant de passion sous l'orage, étaient désormais imprimés à des milliers d'exemplaires sous le nom de son assassin. Marc organisa une grande soirée de lancement à Paris, champagne et petits fours, où tout le gratin littéraire vint le saluer. Il rayonnait. Il ne voyait pas dans la foule des lecteurs anonymes ceux qui allaient acheter ce livre non par admiration, mais par obligation scolaire. Il ne pensait pas à l'université de Montpellier, où un jeune doctorant nommé Lucas, fauché et ambitieux, cherchait désespérément un sujet de thèse original. Lucas n'était pas né quand Claire a disparu. Il ne connaissait pas l'histoire du suicide du bureau 312. Pour lui, Marc Duret était une statue du commandeur, un modèle intimidant. Lucas acheta le livre avec ses maigres économies, espérant y trouver l'inspiration, ou peut-être secrètement, une faille dans l'armure du maître. Il ne savait pas qu'en ouvrant Le silence des cathédrales, il n'allait pas simplement lire un livre d'histoire, mais réveiller les morts. Le piège, tendu 25 ans plus tôt par la vanité d'un homme et la persistance de l'écrit, était sur le point de se refermer. Le crime parfait n'existe que tant que personne ne lit entre les lignes. Et Lucas, contrairement à la police de 1994, avait le temps, la patience et surtout l'accès aux archives oubliées que l'université venait tout juste de commencer à exhumer de ses caves pour les numériser. Lucas Morel était le genre d'étudiant que l'université produit rarement, mais qu'elle chérit secrètement. À 24 ans, ce doctorant aux lunettes rondes et au pull trop grand vivait pour l'histoire médiévale. Il habitait un studio minuscule sous les toits du quartier de l'Écusson, un espace saturé de livres où l'odeur du café froid se mêlait à celle du vieux papier. Lucas vouait un culte presque religieux à Marc Duret. Pour lui, le professeur n'était pas seulement une célébrité, c'était le maître incontesté, celui qui avait réussi à rendre le XIVe siècle aussi palpitant qu'une série télévisée. La sortie de « Le silence des cathédrales » était l'événement de son année. Il avait précommandé l'ouvrage, dépensant une partie de sa bourse mensuelle, et l'avait reçu le matin même. Ce soir-là,
Alors que Montpellier s'endormait sous une bruine automnale qui rappelait étrangement celle de 1994, Lucas s'installa à son bureau, alluma sa lampe de chevet et ouvrit le livre avec la révérence d'un croyant ouvrant une Bible. Il avait prévu de lire le premier chapitre avant de dormir. Il ne savait pas qu'il ne dormirait plus de la nuit. La lecture commença comme un enchantement. La prose de Duret était fluide, imagée, puissante. Lucas soulignait des passages au crayon gris, annotait les marges avec des points d'exclamation admiratifs. Mais vers la page 150, quelque chose d'étrange se produisit. Une sensation désagréable, comme un grattement à l'arrière du crâne. Une impression de déjà-vu. Il lisait un passage traitant de la correspondance chiffrée entre le pape Clément VI et un cardinal dissident. La phrase était complexe, articulée autour d'une métaphore nautique très spécifique comparant l'Église à un navire sans gouvernail pris dans la tempête du schisme. Lucas s'arrêta. Il connaissait cette phrase. Il ne l'avait pas lue dans un autre livre de Duret. Il l'avait lue ailleurs. Mais où? Sa mémoire, habituellement encyclopédique, patinait. Il ferma les yeux, visualisant les milliers de pages qu'il avait ingérées pour sa propre thèse. Était-ce dans une revue obscure, un acte de colloque? Il se leva, arpenta son studio, fouilla dans ses propres notes. Rien. L'obsession s'installa. Il ne pouvait pas continuer sa lecture sans identifier la source de cet écho mental. Il se rassit devant son ordinateur et connecta le disque dur externe où il stockait des scans d'archives numérisés par l'université. Depuis 2 ans, la faculté avait lancé un grand plan de sauvegarde du patrimoine académique, numérisant en vrac des milliers de documents administratifs et de travaux d'étudiants des décennies passées. Lucas, qui travaillait comme vacataire à la bibliothèque pour payer son loyer, avait passé des mois à scanner des cartons poussiéreux. Il lança une recherche par mots-clés dans sa base de données personnelle. Il tapa « navire, gouvernail, Clément VI ». La barre de chargement avança lentement. L'écran afficha un résultat. Un seul. Lucas fronça les sourcils. Le fichier n'était pas un livre publié. C'était un PDF brut, mal scanné, intitulé « Box Archive, East 1994, CV, Draft ». Il double-cliqua. Le document s'ouvrit. C'était la reproduction numérique de feuilles dactylographiées, pleines de ratures et de corrections manuelles. En haut de la première page, un nom qu'il ne connaissait pas, Claire Valéry. Il fit défiler le document jusqu'à trouver les mots-clés. Et là, le sang se glaça dans ses veines. La phrase était là, identique. L'Église, tel un navire dont le gouvernail aurait été brisé par l'orgueil des hommes, dérivait vers les récifs du schisme. Il regarda le livre de Duret ouvert sur ses genoux. L'Église, tel un navire dont le gouvernail aurait été brisé par l'orgueil des hommes, dérivait vers les récifs du schisme. Pas un mot ne changeait. Même la ponctuation était la même. Lucas sentit un vertige. Marc Duret avait-il cité cette Claire Valéry? Il vérifia les notes de bas de page. La bibliographie à la fin du volume. Aucune mention de Claire Valéry. Rien. L'esprit de Lucas chercha une explication rationnelle. Peut-être que Claire Valéry était une ancienne étudiante de Duret. Peut-être avaient-ils travaillé ensemble. Il fallait en avoir le cœur net. Il était 2 heures du matin, mais il ne pouvait pas attendre. Il commença à faire des recherches sur cette Claire Valéry. Internet n'avait presque aucune trace d'elle. Une vieille page HTML de l'université listait les membres du département en 1993. Son nom y figurait, maître de conférence. Puis plus rien. Il finit par tomber sur un article de presse numérisé du Midi Libre datant d'octobre 1994. Le titre était court « Suicide à l'université, une enseignante disparaît ». Lucas lut l'article avidement. On y parlait de dépression, de disparition, d'une lettre d'adieu. On mentionnait que son corps n'avait jamais été retrouvé. On disait aussi qu'elle travaillait sur une thèse révolutionnaire. Lucas fit le lien avec une rapidité effrayante. Elle disparaît en 1994. Elle laisse des brouillons. 25 ans plus tard, Duret publie un livre contenant ces phrases exactes. Le lendemain matin, Lucas était le premier devant les portes de la bibliothèque universitaire. Il avait les yeux cernés, le teint pâle, mais une détermination féroce l'animait. Il ne se dirigea pas vers les salles de lecture lumineuses, remplies d'étudiants connectés. Il descendit directement au niveau 2 dans ce qu'on appelait la réserve,
C'était un endroit hors du temps, un dédale d'étagères métalliques sous des néons grésillants, où l'air était sec et chargé de poussière. C'était le domaine de Madame Harel, l'archiviste en chef, une femme proche de la retraite qui considérait les livres comme des êtres vivants et les étudiants comme des parasites potentiels. Lucas, grâce à son job étudiant, était l'un des rares qu'elle tolérait. Il la salua brièvement et demanda l'accès au fonds 1990-1995, section Histoire médiévale. Elle le regarda par-dessus ses lunettes, surprise par cette demande inhabituelle. Personne ne consultait jamais ses archives administratives. Elle lui indiqua l'allée 4B tout au fond. Lucas s'enfonça dans la pénombre des rayonnages. Il trouva les cartons. Ils étaient empilés de manière anarchique, certains éventrés. Il chercha l'étiquette correspondant au scan qu'il avait trouvé la veille. Après 20 minutes de fouille, il tomba sur une boîte en carton gris marquée au feutre noir « C'est Valérie, affaire perso, non réclamée ». Il posa la boîte sur une table de consultation en métal. Ses mains tremblaient légèrement. Il souleva le couvercle. À l'intérieur, c'était comme ouvrir un tombeau. Il y avait des stylos séchés, une tasse à café avec une tache de rouge à lèvres fossilisée, des lunettes de vue, et en dessous, des chemises cartonnées. Lucas sortit les papiers. C'était l'original, le vrai manuscrit. Le papier était jauni, l'encre de la machine à écrire avait légèrement pâli, mais le texte était lisible. Lucas sortit de son sac l'exemplaire flambant neuf de Le silence des cathédrales de Marc Duret. Il l'ouvrit à plat sur la table. À sa gauche, Le travail d'une morte, tapé en 1994. À sa droite, le best-seller de 2019. Il commença la comparaison systématique. Ce n'était pas seulement une phrase, c'était des paragraphes entiers, des pages entières. Duret avait changé quelques adjectifs, modernisé certaines tournures, coupé des passages trop techniques, mais la structure, l'argumentation, l'enchaînement des idées, et surtout ces tics d'écriture unique, tout était là. Lucas reconnut une habitude stylistique de Claire, l'usage fréquent du point-virgule, pour créer des rythmes ternaires. Duret, dans ses précédents ouvrages, utilisait des phrases courtes, hachées. Ici, il adoptait le souffle long et complexe de Claire. Lucas tourna les pages, fébrile. Il découvrit un chapitre sur les financements des croisades. Dans le brouillon, Claire avait mis une note manuscrite dans la marge. Vérifier source archive Vatican Règlement 456. Dans le livre de Duret, la note de bas de page citait exactement la source Vatican Règlement 456. C'était du copier-coller, mais c'était pire que du plagiat. En lisant les notes personnelles de Claire glissées entre les pages, Lucas découvrit la voix de la femme derrière le texte. Elle écrivait ses doutes, ses espoirs. « Si je prouve ça, Duret va enrager », avait-elle griffonné sur un post-it rose collé sur la page 200. Lucas s'arrêta net. Il relut le post-it. « Duret va enrager ». Elle le connaissait. Ils étaient rivaux. Lucas sentit un froid intense l'envahir, malgré la chaleur étouffante de la réserve. Il réalisa que Duret n'avait pas trouvé ce manuscrit par hasard dans une brocante 20 ans après. Claire travaillait ici, dans cette université. Duret travaillait ici. Elle avait disparu la veille d'une présentation. Duret avait publié son travail 25 ans plus tard, quand tout le monde l'avait oublié. L'image de son idole se fissura brutalement pour laisser apparaître un monstre. Lucas ne voyait plus le professeur érudit. Il voyait un prédateur. Il imagina Duret entrant dans ce bureau, volant ses papiers. Mais une question plus sombre émergea. Si Claire s'était suicidée, pourquoi n'avait-elle pas détruit ses papiers? Ou pourquoi ne les avait-elle pas laissés en évidence pour la postérité? Pourquoi ces papiers avaient-ils atterri dans une boîte non réclamée? Et surtout, comment Duret avait-il eu accès à ce contenu s'il était censé être perdu? La réponse frappa Lucas comme un coup de poing. Duret avait eu l'original entre les mains. Il ne l'avait pas consulté aux archives, il l'avait possédé. Lucas regarda autour de lui, paranoïaque. Il se sentait soudain en danger. Il détenait la preuve d'une fraude massive qui détruirait la carrière de l'historien le plus célèbre de France. Mais au fond de lui, une petite voix lui disait que c'était plus grave. On ne vole pas l'œuvre d'une vie sans conséquence. Si Duret a volé ça, qu'a-t-il fait à Claire? Le suicide semblait soudain très commode. Lucas prit son téléphone pour prendre des photos des pages, mais il s'arrêta. Non, c'était trop risqué. Si quelqu'un voyait les flashs,
Il devait être méthodique. Il devait emporter des preuves sans éveiller les soupçons de Madame Harel. Il décida de photocopier les passages clés, prétextant une recherche sur l'histoire du département pour le journal de l'université. Pendant qu'il attendait devant la vieille photocopieuse qui grinçait à chaque passage de lumière, Lucas observait le visage de Claire Valéry sur une photocopie de sa carte d'enseignante trouvée dans la boîte. Elle avait un visage sérieux, un peu triste, encadré par des cheveux bruns coupés courts. Elle le regardait à travers le grain du papier et les années. Lucas fit une promesse silencieuse à ce fantôme. Il n'allait pas seulement dénoncer un plagiat, il allait comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Il n'était plus un étudiant admiratif. Il était devenu le seul témoin d'un crime intellectuel qui cachait peut-être un crime de sang. Il rangea soigneusement les copies dans son sac, remit les originaux dans la boîte grise et la replaça sur l'étagère poussiéreuse. En remontant vers la surface, vers la lumière du jour et le bruit du campus, Lucas savait qu'il portait une bombe dans son sac à dos. Il allait devoir approcher Duret. Il allait devoir le regarder dans les yeux et chercher la peur derrière l'arrogance. La chasse était ouverte, mais pour la première fois, le chassé n'était pas celui qu'on croyait. Lucas sortit son téléphone et chercha l'adresse e-mail professionnelle de Marc Duret. Il commença à rédiger un message, ses doigts hésitant sur le clavier tactile. « Monsieur le professeur, j'ai lu votre livre avec une attention toute particulière. » Il effaça. Trop direct. Il devait être plus subtil. Il devait jouer au chat et à la souris avec le maître. Il réécrivit « Monsieur, je suis un doctorant passionné par vos travaux. J'ai relevé des similitudes fascinantes entre votre dernier ouvrage et des archives inédites de 1994. J'aimerais beaucoup avoir votre avis d'expert. » Il appuya sur « Envoyer ». Le piège était posé. Marc Duret se tenait au sommet du monde, ou du moins au sommet de la coupole de l'Institut de France, un verre de champagne millésimé à la main. Les lustres en cristal se reflétaient dans ses yeux plissés par un sourire de façade, alors qu'il écoutait distraitement les compliments d'un critique littéraire du Figaro. Son téléphone vibra discrètement dans la poche intérieure de son smoking. Un geste anodin, une vibration silencieuse qui allait pourtant provoquer un séisme dans son existence dorée. Il s'excusa d'un hochement de tête poli, s'éloigna vers une alcôve de velours rouge, à l'abri des regards, et sortit l'appareil. L'écran lumineux afficha un courriel d'un expéditeur inconnu. L'objet était banal. Question d'un doctorant. Mais le contenu, ces quelques lignes polies et faussement naïves, lues par Lucas quelques heures plus tôt, eurent l'effet d'une douche glacée. Similitudes fascinantes. Archives inédites de 1994. Marc relut le message 3 fois. La musique classique de la réception sembla s'éloigner, étouffée par le battement sourd de son propre sang dans ses tempes. Il connaissait ce sentiment. Il l'avait ressenti 25 ans plus tôt dans le couloir du département d'histoire, juste avant d'entrer dans le bureau de Claire. C'était la peur pure, animale, celle de la proie, qui sent le souffle du chasseur. Mais cette peur se mua instantanément en une colère froide. Qui était ce Lucas Morel? Un petit étudiant? Un fouineur? Comment avait-il eu accès à ces documents? Marc avait pourtant été méticuleux. Il pensait que le temps avait tout effacé. Il rangea son téléphone, vida son verre d'un trait, et son visage reprit son masque d'impassibilité. Il n'allait pas se laisser abattre par un gamin. Il avait géré la police. Il gérerait un étudiant. Il répondit immédiatement avec une brièveté calculée. « Venez me voir demain à 18h à mon bureau. Soyez ponctuel. » Le lendemain, l'université de Montpellier baignait dans une lumière grise de fin d'après-midi. Les couloirs commençaient à se vider. Lucas Morel attendait devant la porte en chêne massif du bureau du directeur de recherche. Il serrait contre sa poitrine son sac à dos contenant les photocopies, comme un bouclier dérisoire. Il avait peur, une peur viscérale qui lui nouait l'estomac. Il savait qu'il n'allait pas simplement discuter d'histoire. Il allait affronter une légende, et peut-être un meurtrier. Il avait pris ses précautions. Il avait envoyé une copie numérisée des preuves à sa sœur, avec instruction de tout envoyer à la police s'il ne donnait pas de nouvelles avant 20 heures. C'était une mesure digne d'un film qu'il trouvait un peu ridicule sur le moment, mais qui le rassurait. À 18 heures pile, la voix de Stentor de Duret traversa le bois. « Entrez !» Lucas poussa la porte. Le bureau était immense, tapissé de bibliothèques du sol au plafond, saturé de l'odeur de cire et de tabac froid.
Marc Duret était assis derrière un bureau qui ressemblait à une forteresse. Il n'a pas levé les yeux tout de suite, laissant Lucas debout, mal à l'aise, pendant une longue minute. C'était une vieille technique de pouvoir, imposer son rythme, nier l'existence de l'autre. Enfin, Duret posa son stylo et leva un regard d'acier par-dessus ses lunettes. « Monsieur Morel, je vous écoute. Vous semblez avoir des théories intéressantes sur mon travail. » Le ton était paternaliste, teinté d'un mépris amusé. Il voulait que Lucas se sente petit, insignifiant. Lucas prit une profonde inspiration. Il ne devait pas flancher. Il s'approcha du bureau et sans un mot sortit 2 feuilles de son sac. Il les posa côte à côte sur le cuir vert du sous-main. À gauche, la page 112 de « Le silence des cathédrales ». À droite, la copie du brouillon de Claire Valéry. Duret jeta un coup d'œil, un simple effleurement du regard, mais Lucas vit la contraction infime de sa mâchoire. « Je ne comprends pas ce que vous essayez de démontrer, jeune homme, » dit Duret d'une voix calme, trop calme. « J'ai consulté des milliers de sources pour ce livre. Il est possible que j'ai croisé les travaux de cette... Comment s'appelle-t-elle déjà? Claire Valéry? C'était une collègue il y a longtemps. Nous échangions beaucoup. Les idées circulent, vous savez. L'histoire n'appartient à personne. C'était la défense classique. La cryptomnésie, l'influence inconsciente, le partage intellectuel. Duret était habile. Il préparait déjà le terrain pour une excuse plausible en cas de scandale mineur. Nous avions des débats passionnés, continua-t-il, se levant pour aller vers la fenêtre, tournant le dos à Lucas. Elle a peut-être pris des notes sur mes idées à l'époque, et vous venez m'accuser de les avoir volées. C'est le monde à l'envers. Lucas sentit la colère monter. Duret essayait de retourner la situation, de faire de la victime le voleur. « Ce ne sont pas seulement des idées, monsieur, » dit Lucas, sa voix tremblant légèrement avant de s'affermir. « Ce sont des mots, des phrases entières, mais il y a plus. » Lucas posa une 3e feuille sur le bureau. C'était le coup de grâce qu'il avait gardé en réserve. Page 204 de votre livre. Vous citez une inscription latine trouvée sur une tombe à Avignon. Vous l'analysez en détail. Sauf que cette inscription n'existe pas. Duret se figea, sa silhouette se découpant en contre-jour devant la fenêtre. Dans son brouillon, poursuivit Lucas implacablement, Claire Valéry avait noté cette inscription comme une hypothèse de travail, une invention pour tester un modèle logique. Elle avait écrit en rouge juste à côté, « Faux exemple à supprimer ». Vous avez recopié l'erreur, monsieur Duret. Vous avez publié une inscription fictive inventée par une morte, en la présentant comme une découverte historique réelle. Ce n'est pas de l'influence, c'est du vol pur et simple d'un texte que vous n'avez même pas pris la peine de vérifier. Le silence qui tomba dans la pièce fut absolu, lourd, suffocant. On n'entendait plus que le tic-tac d'une vieille horloge comtoise. Duret se retourna lentement. Son visage avait changé. Le masque bienveillant du professeur émérite s'était fissuré pour laisser apparaître quelque chose de beaucoup plus sombre, de plus primitif. Il n'y avait plus de mépris dans ses yeux, mais une évaluation froide du danger. Il regarda Lucas non plus comme un étudiant, mais comme un problème à éliminer. Il s'avança vers le bureau, contourna le meuble massif et vint s'appuyer contre le bord à quelques centimètres de Lucas. Il était grand, imposant. Lucas recula instinctivement d'un pas. « Vous êtes très intelligent, monsieur Morel, » murmura Duret. « Trop intelligent pour votre propre bien. Vous avez trouvé une erreur, bravo. Et alors? Vous pensez que cela va détruire ma carrière? Je dirais que c'était un hommage. Une note de bas de page oubliée à l'impression. Mes éditeurs me soutiendront. Le public m'adore. Qui croira un étudiant obscur contre le plus grand médiéviste français? Ce n'est pas le plagiat qui m'inquiète le plus, » lâcha Lucas, poussé par une audace suicidaire. C'est la date. Ce manuscrit date d'octobre 1994, la semaine de sa disparition. La police n'a jamais trouvé ces papiers. Ils étaient censés avoir disparu avec elle. Comment les avez-vous eus, monsieur Duret? Comment avez-vous pu copier un texte qui se trouvait sur le bureau d'une femme qui s'est volatilisée le soir même? L'air sembla se raréfier dans la pièce. Duret ne bougea pas, mais ses pupilles se dilatèrent. Lucas venait de franchir la ligne rouge. Il ne parlait plus d'éthique académique, il l'accusait implicitement de meurtre. Duret sourit, mais c'était un sourire sans joie, un rictus de prédateur acculé. « Vous avez une imagination fertile, » dit Duret doucement. « C'est dangereux, l'imagination. Ça fait voir des liens là où il n'y en a pas. Ça fait commettre des imprudences.
Il fit un pas vers Lucas. Claire était fragile, perturbée. Elle m'avait confié ses brouillons pour que je les relise. C'est tout. Sa mort, sa disparition fut une tragédie. Je l'ai gardé en souvenir. J'ai voulu faire vivre son travail à travers le mien. C'est un mensonge, répliqua Lucas. Elle vous détestait. J'ai lu ses notes personnelles. Elle écrivait que vous étiez un imposteur qui voulait voler sa thèse. Elle avait peur de vous. Duret perdit son calme pour la première fois. Il frappa du poing sur la table, faisant sursauter Lucas. « Ça suffit. Qui êtes-vous pour juger? Vous n'étiez même pas né. Vous ne savez rien de la pression des sacrifices. J'ai sauvé ce travail de l'oubli. Sans moi, ces pages auraient de pourri dans une cave. Je lui ai donné une voix. » « Vous lui avez pris sa vie, » souffla Lucas. Duret s'approcha, envahissant l'espace vital de Lucas. Il baissa la voix, la rendant encore plus menaçante. « Écoutez-moi bien, petit. Vous allez me donner ces copies. Vous allez effacer tout ce que vous avez sur vos ordinateurs, et vous allez oublier cette conversation. Si vous sortez d'ici avec l'intention de jouer les héros, je vous briserai. Je connais tous les doyens, tous les directeurs de thèse de France. Vous ne trouverez jamais de poste. Votre carrière est morte avant d'avoir commencé. Et si vous persistez à fouiller dans le passé, » Il laissa la phrase en suspens, mais la menace physique flottait dans l'air, tangible. Duret n'était plus un vieil homme. L'adrénaline lui avait rendu une vigueur inquiétante. Ses mains se crispaient, prêtes à saisir. Il jaugeait la distance entre Lucas et la porte, calculant s'il pouvait l'intercepter. Lucas comprit à cet instant qu'il était en danger de mort immédiat. Ce n'était pas du bluff. L'homme en face de lui avait déjà tué, ou du moins fait disparaître quelqu'un, pour protéger sa réputation. Il ne reculerait pas devant un second crime pour ne pas tout perdre à la veille de sa consécration. Lucas serra son sac contre lui. « J'ai envoyé les fichiers, » dit-il précipitamment, sa voix montant dans les aigus. « À plusieurs personnes. Si je ne les appelle pas dans une heure, ils publient tout sur les réseaux sociaux et envoient le dossier au procureur. » Ce mensonge, ou cette demi-vérité, stoppa Duret net. L'universitaire s'arrêta, son visage passant de la rage à une inquiétude calculatrice. Il ne pouvait pas risquer une fuite immédiate. Il devait réfléchir, temporiser. Tuer Lucas, ici, maintenant, dans son bureau, serait une erreur tactique grossière si les preuves étaient déjà dehors. « Vous jouez à un jeu très dangereux, » siffla Duret. « Sortez d'ici immédiatement. » Lucas ne se le fit pas dire 2 fois. Il recula vers la porte sans jamais tourner le dos à Duret, comme on s'éloigne d'une bête sauvage. Il attrapa la poignée, l'ouvrit et se jeta dans le couloir désert. Il courut. Il dévala les escaliers 4 à 4, le cœur battant à tout rompre, s'attendant à chaque instant à entendre les pas de Duret derrière lui. Il ne s'arrêta qu'une fois dehors, sur le parvis de l'université, sous la pluie battante. Il était trempé, tremblant de tout son corps mais vivant. Il sortit son téléphone. Aucun message de Duret. Mais il savait que c'était le calme avant la tempête. Duret n'allait pas en rester là. Lucas venait de déclarer la guerre. Là-haut, au 3e étage, Marc Duret regardait la silhouette de l'étudiant s'éloigner sous la pluie à travers la vitre. Il ne tremblait plus. Il était entré dans un mode opératoire froid et logique. Le problème Lucas ne pouvait plus être géré par l'intimidation. Il fallait une solution définitive. Il se dirigea vers son armoire forte, celle où il gardait ses biens les plus précieux. Il ne prit pas un livre. Il sortit une vieille clé, celle de sa maison de campagne isolée dans les Cévennes, un lieu où personne n'allait jamais. Puis il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin de nettoyer ses traces, une dernière fois. Le manuscrit original, la preuve physique, devait disparaître ce soir. Et l'étudiant aurait bientôt un accident regrettable, une chute malencontreuse, ou peut-être un suicide, accablé par la pression de la thèse. L'ironie fit sourire Duret dans l'obscurité de son bureau. L'histoire a une fâcheuse tendance à se répéter. La pluie qui s'abattait sur Montpellier ce soir-là semblait vouloir laver les péchés de la ville. Lucas Morel, trempé jusqu'aux os, ne rentra pas chez lui. Il savait que son appartement, cet endroit qu'il aimait tant, était désormais une souricière. Duret connaissait son adresse. Il se dirigea vers le seul endroit où la logique de l'universitaire ne pouvait pas l'atteindre, l'hôtel de police, ce bâtiment austère en béton qui ressemblait à une forteresse moderne. Il était 19 heures passées.
À l'accueil, l'agent de garde le regarda avec scepticisme. Un étudiant hirsute parlant de plagiat médiéval et de meurtre vieux de 25 ans, cela ressemblait au début d'une mauvaise blague ou d'un délire psychiatrique. Mais Lucas insista. Il prononça le nom de Marc Duret. Ce nom était connu. C'était une personnalité locale. L'agent hésita, puis appela un jeune lieutenant de la criminelle, Karim Benali, qui finissait son service. Benali n'était pas l'inspecteur Lemoine de 1994. C'était un flic méthodique, formé aux nouvelles technologies et passionné par les détails. Il reçut Lucas dans un bureau exigu. Il écouta sans interrompre. Il regarda les photocopies. Il compara les paragraphes. Au début, son visage exprimait l'ennui, puis la curiosité et enfin une concentration intense. Ce n'était pas le vol intellectuel qui l'intéressait, c'était la chronologie. Vous dites que ce manuscrit original a disparu du bureau de la victime le soir de sa mort ? Demanda Benali. Lucas hocha la tête. Et Duret l'a publié aujourd'hui. Donc il l'a pris. S'il l'a pris, il était là. Et s'il était là au moment où elle est censée se suicider sans laisser de corps? Benali laissa la phrase en suspens. Il venait de comprendre ce que Lemoine avait raté par paresse, le mobile. Pendant ce temps, Marc Duret roulait trop vite sur la route départementale qui serpentait vers les Cévennes. Ses mains agrippaient le volant de sa berline allemande avec une telle force que ses jointures étaient en blanche. Il avait quitté la réception précipitamment, prétextant une urgence familiale. Dans le coffre, il n'y avait pas de cadavre, mais quelque chose de tout aussi incriminant, le manuscrit original de Claire, celui qu'il avait sorti de son coffre-fort. Il devait le brûler, le réduire en cendres dans la cheminée de sa résidence secondaire, une vieille magnanerie isolée au milieu des châtaigniers. Il se répétait qu'il n'y avait pas de copie numérique, que Lucas bluffait. Mais le doute, ce poison lent, s'était infiltré. Et si l'étudiant avait vraiment scanné les pages, peu importe, sans l'original, sans l'objet physique qui portait les empreintes de Claire et les siennes mêlées, sans l'analyse du papier datant de 1994, tout ne serait que conjecture. On ne condamne pas un homme célèbre sur des photocopies. Il arriva à sa maison de campagne dans la nuit noire. Il n'alluma pas les lumières. Il s'éclaira à la lampe torche. Il alla directement à la grande cheminée du salon, froissa du papier journal, entassa des bûches. Il sortit la chemise bleue, celle qui contenait l'âme de Claire Valéry. Il la regarda une dernière fois. Il n'éprouva aucune pitié, juste une haine tenace pour cette femme qui continuait de le hanter depuis l'au-delà. Il craqua une allumette. À Montpellier, Benali avait passé 2 coups de fil. Le premier au procureur pour obtenir une commission rogatoire en urgence, arguant d'un risque imminent de destruction de preuves dans une affaire de disparition inquiétante jamais élucidée. Le procureur, réticent à s'attaquer à une figure publique, avait fini par céder devant la solidité de l'argumentaire sur le faux historique. Le second appel fut pour géolocaliser le téléphone de Duret. « Il est à Saint-Hippolyte-du-Fort », annonça Benali. « Il a bougé vite. Il va détruire quelque chose. » 3 voitures de police banalisées partirent en trombe, gyrophares bleus déchirant la nuit, suivis par Lucas, qui avait insisté pour venir, assis à l'arrière du véhicule de Benali, silencieux et terrifié. Le trajet dura une éternité. Lorsqu'ils arrivèrent sur le chemin de terre menant à la maison de Duret, ils virent une fumée s'échapper de la cheminée. « Merde !» hurla Benali. Ils enfoncèrent le portail. Les policiers sortirent, armes au poing, mais ce n'était pas une fusillade qu'ils redoutaient. Ils enfoncèrent la porte d'entrée. Duret était à genoux devant l'âtre, tisonnier en main, regardant les flammes lécher le papier jauni. « Police, éloignez-vous du feu !» Duret se retourna, ébloui par les lampes torches. Il avait l'air d'un fou, les yeux exorbités, le visage barbouillé de suie. Il tenta un geste dérisoire pour pousser le reste du dossier au cœur des braises. Benali se jeta sur lui, le plaquant au sol, tandis qu'un autre policier saisissait une carafe d'eau posée sur la table pour éteindre le foyer. Le choc thermique fit siffler les cendres. Une odeur âcre de papier brûlé remplit la pièce. Duret hurlait « C'est ma propriété! Vous n'avez pas le droit! C'est mon travail !» On lui passa les menottes. Lucas entra lentement dans la pièce. Il vit les policiers extraire des débris fumants de la cheminée. Tout n'était pas perdu. Le cœur du manuscrit était calciné, mais la couverture cartonnée et les 50 premières pages, protégées par l'épaisseur du dossier, étaient intactes, juste noircies sur les bords. C'était suffisant. Sur la couverture, sous la suie,
On pouvait encore lire le nom dactylographié, Claire Valéry. L'interrogatoire de Marc Duret dura 48 heures. Face à Ben Ali, l'arrogance de l'universitaire s'effrita lentement. Ce ne furent pas les menaces de prison qui le firent craquer, mais l'atteinte à son narcissisme. Les experts avaient analysé les pages sauvées du feu. Non seulement elles correspondaient mot pour mot au livre de Duret, mais l'analyse de la machine à écrire révéla un détail accablant. La lettre E de la machine de Claire était légèrement surélevée. Cette anomalie se retrouvait sur le manuscrit, mais aussi sur la lettre de suicide conservée dans les scellés de 1994. Mieux encore, certaines pages du manuscrit, des ajouts postérieurs, avaient été tapés sur la propre machine de Duret de l'époque. Il avait mélangé les feuillets. La preuve matérielle de sa possession du document et de son travail de réécriture était faite. Mais le coup de grâce vint de la psychologie. Ben Ali, habile, piqua Duret au vif. « Au fond, monsieur Duret, vous n'êtes qu'un copiste, un simple secrétaire qui a mis au propre les idées d'une femme plus brillante que lui. » Duret, rouge de rage, hurla « C'est faux, j'ai tout restructuré. Elle avait les faits, mais je leur ai donné le souffle. Sans moi, ce n'était que de la poussière. J'ai fait de son brouillon un chef-d'œuvre. » L'aveu était là. En revendiquant la paternité du style, il avouait le vol du fond et, par extension, sa présence sur les lieux du crime pour s'emparer de la matière première. Il n'avoua jamais le meurtre explicitement. Il continua de parler d'un accident, d'une dispute qui avait mal tourné, d'une chute. Il indiqua finalement aux enquêteurs un endroit dans la forêt de l'Égual, à 2 heures de route, où il avait enterré le corps 25 ans plus tôt. Les fouilles menées sous la pluie froide de novembre permirent de retrouver des ossements. L'analyse dentaire confirma qu'il s'agissait de Claire Valéry. Le suicide était officiellement requalifié en assassinat. L'affaire fit la une de tous les journaux. Le professeur plagiaire est meurtrier, titrait Le Monde. Le monde académique fut secoué par un séisme sans précédent. Les éditeurs retirèrent les livres de Duret des ventes. L'université de Montpellier, humiliée, lança un audit complet de ses archives. Marc Duret, l'homme qui voulait entrer dans l'histoire, y entra effectivement, mais comme l'un des plus grands imposteurs criminels du siècle. Le procès de Marc Duret, 1 an plus tard, fut le théâtre d'une étrange ironie. L'homme qui avait passé sa vie à parler, à séduire les foules, resta muré dans un silence hautain, refusant de regarder les familles des victimes ou ses anciens étudiants. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais la véritable sentence, celle qui le torturait le plus dans sa cellule, était la déchéance de son nom. Toutes ces distinctions lui furent retirées. Ses théories furent disséquées et attribuées à leurs véritables auteurs. Il était devenu une note de bas de page infamante. Lucas Morel, quant à lui, ne finit jamais sa thèse sur le XIVe siècle. Il avait vu de trop près la noirceur de l'ambition académique. Il devint éditeur, spécialisé dans la réhabilitation d'ouvrages oubliés. Sa première publication fut une édition critique et annotée de la thèse originale de Claire Valéry. Le livre, sobrement intitulé « La découverte », sortit 26 ans après la mort de son autrice. Sur la couverture, un seul nom, Claire Valéry. En préface, Lucas raconta toute l'histoire, transformant l'ouvrage scientifique en un témoignage vibrant de vérité. Le livre fut un succès, non pas pour le scandale, mais pour la brillance intellectuelle qu'il révélait enfin au monde. Lors de la cérémonie de remise de diplôme de l'année suivante, une plaque fut dévoilée à l'entrée de la bibliothèque d'histoire de l'université. Elle portait le nom de Claire. Lucas était là, au fond de la salle, regardant les nouveaux étudiants passer devant la plaque sans vraiment s'arrêter, pressés par leurs propres ambitions. Il sourit tristement. Il avait appris une leçon que l'histoire enseigne rarement dans les livres. La vérité est patiente. Elle peut être enterrée, brûlée, volée, réécrite par les vainqueurs du moment. Mais elle finit toujours, inéluctablement, par remonter à la surface, portée par des détails infimes, comme une faute de frappe sur une vieille machine à écrire, ou la curiosité d'un étudiant insomniaque. Claire Valéry avait disparu, mais ses mots avaient survécu à son bourreau. Et dans le monde des idées, c'est la seule immortalité qui compte.